vous avez un bon tchof braisé. Ah oui. Vous êtes content, mais oui. vous ne savez pas qu'en mangeant ce tchof braisé, peut-être que vous êtes en train de manger en même temps des microplastiques. Ou bien même de manger les produits chimiques dangereux. Sceptique est né justement de l'idée d'apporter une solution à la pollution des déchets. Sur le plan économique également, c'est un écosystème. De la production des polymères jusqu'à la transformation en produits plastiques utilisés par nos ménages. On arrête les gobelets en plastique, on les remplace par les gobelets en papier. Est-ce qu'on a quelqu'un qui sait recycler? Est-ce qu'on a des entrepreneurs qui, ou même s'il n'y a pas quelqu'un qui sait le faire, est-ce qu'on peut mettre en place un programme d'accompagnement pour que les entrepreneurs puissent commencer à regarder ce sujet-là? Bonjour et bienvenue dans votre podcast Les Voix du changement, le podcast qui traite de l'écologie, de la protection de l'environnement, entre autres, de la fondation Heinrich Böll. Je suis Malène, je suis ravie de vous accueillir pour le deuxième épisode de cette série. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, je suis accompagnée de guests et je suis aujourd'hui avec des guests assez spéciaux. On va parler de plastique. Le plastique est partout, vous le savez, on est au Sénégal et c'est une question assez importante. Mais que devient-il après usage ? Dans ce deuxième épisode, nous plongeons au cœur de l'économie circulaire et de la loi plastique pour comprendre comment transformer un problème environnemental en opportunité économique tout simplement. Pour en parler aujourd'hui, je suis avec Baba Dramé, le directeur de l'environnement, pour décrypter cette loi plastique et son impact concret dans notre pays. Et avec lui, je suis avec Madame Boussoura Talla, cofondatrice de l'entreprise Cétique, pour partager les solutions innovantes et inspirantes qui donnent une nouvelle vie aux déchets, entre autres, qu'on va découvrir tout de suite. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue dans cet espace de discussion et de dialogue. Donc, sans perdre de temps, je vais commencer par vous, monsieur Dramé. Alors, on parle de plastique, on parle de déchets, on parle vraiment de quelque chose aujourd'hui qui nous entoure tous les jours. Comment le Sénégal a-t-il développé sa réglementation environnementale au fil des années et quels ont été les jalons importants, justement, notamment en ce qui concerne la gestion et la réduction de l'usage du plastique en soi? Merci beaucoup, Malène, et surtout, merci pour l'invitation. Comme vous l'avez dit dans la présentation, je m'appelle Baba Dramé, je suis le directeur de la réglementation environnementale et du contrôle. Alors, le plastique, c'est un gros problème. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Sénégal, comme beaucoup de pays à travers le monde, essaie aujourd'hui de trouver des solutions. Mais les solutions passent par des politiques, et qui parlent de politique parlent de réglementation, de tout un ensemble de mesures visant à transformer le défi en opportunité. Le Sénégal, aujourd'hui, c'est plus des quantités énormes de plastique qui sont produits chaque année. On parle même de 25 000 tonnes par année. Je n'ose pas dire que c'est beaucoup, parce qu'il y a des pays qui en produisent plus, mais si on regarde l'incidence environnementale aujourd'hui, il y a lieu de se poser des questions. Ouais. Donc c'est la raison pour laquelle depuis plusieurs années déjà, le gouvernement a essayé de réglementer l'utilisation des plastiques, et particulièrement les plastiques à usage unique. Parce que j'ai l'habitude de le dire, nous au niveau du ministère de l'Environnement, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la pollution plastique. Ce n'est pas le plastique en tant que tel, mais l'impact négatif que le plastique peut avoir sur l'environnement, sur la santé des populations, mais également sur notre environnement de façon générale. Donc, en 2015, il y a déjà une première loi qui a été prise. Et cette loi avait un périmètre d'exécution très, très étroit, parce que cette loi interdisait les sachets plastiques de faible micronage. Et quand on dit faible micronage, c'est tout ce qui est micronage inférieur à 30 microgrammes. Alors, après quelques années de mise en œuvre de cette loi, on s'est rendu compte que le problème qu'on cherchait à régler prenait de l'envergure. Oui.
parce que les sachets sortis de caisses de faible micronage qu'on interdisait continuaient à être utilisés dans les marchés, dans nos ménages, et continuaient à avoir l'impact négatif sur l'environnement et sur la santé des populations. Donc, l'État, en 2020, avait jugé utile de revoir ce dispositif, fondamentalement parce que cette lutte impliquait des services de l'État qui devaient être équipés de façon à pouvoir faire le contrôle correctement. Parce que quand on dit sachet inférieur à 30 micromètres, microns du moins, il faut avoir des équipements pour pouvoir mesurer. Bien sûr, oui. Parce que ce que cela veut dire, c'est que si quelqu'un importe du plastique qui a un micronage supérieur à 30, 31, 32, ce n'est pas interdit par la réglementation. Exactement, oui. Alors, donc, les services de douane qui sont aux frontières avaient besoin d'équipements, de même que les administrations compétentes, comme la direction de la réglementation environnementale, mais également les services en charge du commerce. Malheureusement, ces équipements-là n'existaient pas. Et donc, le contrôle était particulièrement difficile parce qu'il nous est arrivé de saisir des produits qui n'étaient pas du tout sous le coup de la loi. Alors, après plusieurs tentatives, on s'est dit, mais arrêtons, faisons l'évaluation de la loi et mettons en place un nouveau dispositif. C'est ce qui est à l'origine de la deuxième loi qui a été adoptée en 2020 et qui allait au-delà des sachets de moins de 30 microgrammes. Donc, c'était tout ce qui est sachet d'eau, sachets sortis de caisse de façon générale. On ne parle plus de micronage, on parle de sachets sortis de caisse, oui. Quel que soit le micronage. On parle également de tout ce qui est gobelet en plastique, de tout ce qui est couvert en plastique. Les couverts en plastique, ce sont les plats que vous connaissez, les fourchettes, les couteaux, etc. De tout ce qui est pipette, etc. L'objectif, c'était vraiment de cibler ce qu'on appelle les plastiques à usage unique, qui constituent véritablement la part la plus importante de la pollution plastique. Naturellement, depuis qu'on a commencé à mettre en œuvre cette loi, il y a eu des progrès. Nous l'avons constaté parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de grandes surfaces à Dakar. Vous y allez, on ne vous donne plus des sachets en plastique. On vous donne maintenant des sachets en papier, ce qui est une avancée importante. Quand vous sortez également les points de vente de café où on donnait des gobelets en plastique, quasiment ces gobelets en plastique commencent à être remplacés par des gobelets en papier, en carton. Mais le problème reste entier parce que vous circulez dans les autres lieux de commerce, on distribue toujours les sachets, les sachets sortis de caisse. Absolument. Les sachets d'eau, comme vous pouvez le constater, continuent toujours à circuler. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les nouvelles autorités ont pensé utile qu'il faut encore marquer le pas. Il faut marquer le pas, faire une nouvelle évaluation de la mise en œuvre de cette loi et essayer justement d'apporter les correctifs nécessaires pour véritablement que l'État puisse atteindre son objectif en matière de lutte contre la pollution plastique. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, la réglementation en place définit les grandes orientations de la politique de l'État en matière de lutte contre la pollution plastique, depuis la production ou l'importation jusqu'en fin de vie, c'est-à-dire quand le plastique se transforme en déchet. Parce que la meilleure façon d'arriver à réduire cette pollution plastique, c'est de gérer le problème selon l'approche cycle de vie. Parce que c'est ça qui permet de promouvoir l'économie circulaire et donc d'aller vers des solutions alternatives qui puissent permettre à notre pays justement de se débarrasser définitivement du péril plastique. Tout à fait, tout à fait. C'est osant dire que effectivement, le problème reste entier. On voit d'ailleurs la multiplication de sociétés qui vendent et distribuent de l'eau, y compris sous le format sachet d'eau. Donc, on y reviendra au fur et à mesure, mais je veux dire, il y a eu certainement des jalons, il y a eu des efforts et des mises à jour de cette loi, mais actuellement, il y a encore clairement cette présence très forte du plastique. Juste avant de revenir sur ça, bonjour, Bousra Talla. Bonjour. Enchantée donc, et surtout très heureuse de vous avoir ici. Donc, vous êtes cofondatrice
et donc entrepreneur. Comment est née l'idée du CETIC? Donc CETIC qui est le nom de votre entreprise. Et pourquoi avoir choisi le recyclage comme porte d'entrée vers l'économie circulaire? Alors, merci beaucoup, Malène, pour l'invitation. Alors, CETIC est né justement de l'idée d'apporter une solution à la pollution des déchets. Ce n'était pas les déchets plastiques à la base, au tout début. Donc, c'était un constat sur ce qui arrivait au niveau des décharges sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, notamment avec le brûlage qui se faisait et qui pose des problèmes de pollution de l'air, de pollution du sol et de pollution des nappes phréatiques. Et c'est en voyant ces problématiques-là qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on apporte une solution. En commençant par ces types de déchets-là et en cheminant pendant quand même quelques années, on se rend compte qu'en réalité, la problématique de la gestion des déchets concerne plusieurs flux. Donc, d'où l'idée de l'étendre aujourd'hui, d'étendre nos services à ce qu'on appelle de la gestion intégrée des déchets. Tout à fait. Parce qu'on était déjà présent chez certains clients pour la collecte, donc connus pour la collecte des déchets électroniques. Et dans cette démarche-là, donc l'idée, c'est de pouvoir inciter à la source un tri et de pouvoir récupérer des flux en fait, qui sont recyclables pour pouvoir les amener en structure de recyclage directement. Donc, c'est né d'un constat sur un flux spécifique et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que le besoin était là. Oui, beaucoup plus large. Beaucoup plus large. Et même aujourd'hui encore, on ne couvre pas tout. Bien sûr. Et certainement, on ne pourra pas couvrir tout. Je dis toujours que la gestion des déchets, c'est un écosystème. Donc, il faudrait encore plus d'acteurs pour couvrir. Bien sûr. Et surtout que c'est assez quand même spécifique parce qu'on n'entend pas beaucoup parler des déchets électroniques. Et c'est quand même, on y reviendra, mais c'est quand même assez polluant. Et surtout comment c'était traité, comme vous dites, avec le brûlage, c'est encore, je pense, beaucoup plus choquant qu'on peut penser. Monsieur Dramé, donc les effets sur les acteurs. On a ici justement le secteur privé avec nous, mais 2 ans, c'est plus 2 ans, c'était la loi 2020, mais plusieurs années maintenant après cette mise à jour que vous avez mentionnée tout à l'heure de cette loi, quels résultats tangibles constatez-vous sur la réduction des déchets plastique interdit et est-ce qu'il y a des secteurs où la résistance ou le non-respect, par exemple, est plus marqué? Bon, j'avais commencé déjà à parler des résultats parce que comme je l'ai mentionné tout à l'heure, aujourd'hui, il y a certains acteurs économiques qui ont pris l'option de se conformer à la réglementation en arrêtant, par exemple, la distribution de ces sachets sortis de caisse. Et j'ai parlé de certaines grandes surfaces qui ne distribuent plus des sachets en plastique, mais plutôt des sachets en papier. Et aujourd'hui aussi, il y a énormément d'acteurs qui font la promotion des sacs réutilisables, que ce soit des sacs en papier, que ce soit des sacs en tissu, etc., qui peuvent être utilisés et réutilisés à plusieurs reprises. Alors, mais le problème est là. Le problème est là. Il suffit de sortir d'ici, d'entrer dans une boutique, vous achetez tout de suite, on vous donne un sachet. Ça veut dire que l'ambition de réduction de ces produits-là n'a pas encore donné les résultats escomptés. Parce qu'en réalité, le plastique, avant d'être un problème environnemental, est un problème économique et social. Boussura a parlé tout à l'heure d'un écosystème, mais sur le plan économique également, c'est un écosystème. De la production des polymères jusqu'à la transformation en produits plastiques utilisés par nos ménages, que ce soit les sachets, que ce soit les gobelets, etc., etc. Donc, on ne peut pas régler le problème environnemental sans régler le problème économique. Il faut essayer d'avoir une approche de développement durable qui permet de régler à la fois les problèmes écologiques, les problèmes sociaux et les problèmes environnementaux. C'est ça qui permettra à la longue d'avoir une solution durable. Vous l'avez dit, il y a des résistances. Parce qu'effectivement, il y a des industries, surtout la plasturgie, mais dont le métier principal, c'est de produire des articles en plastique. Effectivement. Donc, si vous mettez en place une loi qui interdit les produits qui viennent de ces industries, eh bien alors vous condamnez à une mort certaine ces industries.
Et c'est des pères de famille, c'est des mères de famille, etc., qui perdent leur boulot du jour au lendemain. Oui. Donc, on est obligé d'avoir cette approche globale consistant à réfléchir justement sur toutes les conséquences possibles de la politique de l'État pour voir maintenant quelles sont les nouvelles orientations à dégager. C'est également la même chose pour les importateurs, parce qu'il faut quand même avoir le courage de dire qu'une bonne partie des produits plastiques que nous consommons chez nous, c'est importé. Beaucoup de sachets plastiques sortis de caisse, c'est importé. Oui. Alors, ça veut dire que aussi, quand vous interdisez ces produits, tous ces acteurs qui travaillent dans l'importation et la commercialisation, vous les condamnez tout de suite au chômage, Oui. avec toutes les conséquences que cela peut avoir. C'est également la même chose pour ceux qui sont dans la production d'eau en sachet. Parce que l'eau en sachet, au-delà d'être un problème environnemental, est un problème d'hygiène et de santé publique. Oui, clairement. Vous voyez un peu souvent les images qui circulent dans les réseaux sociaux, bien sûr. dans des unités de conditionnement de ces sachets, mais c'est la catastrophe Absolument. sur le plan sanitaire. Absolument. Donc, je crois que ce qu'il faut, c'est avoir une approche globale. Déjà, quand la loi est entrée en vigueur en avril 2020, mais les services compétents de l'État avaient engagé des activités de lutte. Moi, personnellement, je me suis déplacé régulièrement avec mes équipes, là où se trouvent ces produits-là, pour faire des saisies. Après, on a fait une destruction de ces produits, etc. D'accord. Plus de 70 tonnes de produits plastiques prohibés ont été ramassés et détruits écologiquement. Oui. Hein? Mais le problème est toujours là. Bien sûr, Le problème est toujours là. Donc, quand des situations-là arrivent comme ça, il faudrait que l'État prenne le temps d'analyser la situation pour mettre en place des mesures qui puissent permettre d'avoir des résultats probants. Oui. Parce que si aujourd'hui, le plastique est toujours présent sur le marché, en tout cas le plastique prohibé, parce que je ne parle pas du plastique de façon générale, mais le plastique interdit, c'est parce qu'il y en a des consommateurs, comme vous et moi peut-être. Bien sûr, oui. Des gens qui, une fois au marché, ne refusent jamais quand on leur tend un sachet en plastique. Donc je pense qu'il faut allier plusieurs approches. L'interdiction, la répression, c'est important, mais l'information, la sensibilisation des acteurs est également extrêmement importante. Oui. L'autre aspect également, c'est de travailler en bout de chaîne. Aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir des sociétés spécialisées dans l'économie circulaire. Vous avez invité CITIC, certainement Boussoura va en parler. Mais voir comment accompagner ces sociétés-là de façon à pouvoir avoir les capacités de récupérer tous ces déchets plastiques et de les recycler pour leur donner une seconde vie. Exactement. À travers l'économie circulaire. Bien sûr. Donc je crois que le problème est toujours là, mais il y a énormément de bouillonnement sur le terrain avec des acteurs qui ont des idées particulièrement innovantes. Oui. Et que l'État pourrait booster en les intégrant dans la réglementation, dans la politique, pour que justement cette problématique-là puisse être réglée. Ça ne va pas être simple, Oui. ça va être extrêmement complexe parce que je vous ai dit, c'est un problème économique, social et environnemental. Nous sommes en train de négocier sur le plan international, par exemple, un traité sur le plastique. On a commencé cette négociation-là ici à Dakar depuis 2021 ou 2022. D'accord. Mais jusqu'à présent, on peine à trouver un accord au plan international. Parce que ce que l'on veut, c'est avoir un traité comme la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques qui règle le problème des changements climatiques. Nous voulons avoir un traité des Nations Unies qui règle le problème du plastique. Mais jusqu'à présent, on peine à boucler les négociations parce qu'il y a beaucoup de pays dont l'économie repose essentiellement sur la production, n'est-ce pas, de produits plastiques. Et interdire ces plastiques aujourd'hui, c'est condamner à une banqueroute ces pays-là. Donc nous sommes obligés véritablement de continuer les discussions pour trouver le juste milieu, lutter efficacement contre la pollution plastique sans pour autant détruire certaines activités économiques qui dépendent étroitement de l'industrie du cette plastique. Activité. Ça, c'est vraiment l'approche effectivement étatique ici et réglementaire qu'on vient d'entendre. Mais Boussoura, depuis cette loi, est-ce que vous avez observé un effet direct sur votre activité? Hausse de demande, par exemple, de recyclage, obstacles réglementaires ou ouverture de nouveaux marchés, par exemple. Qu'est-ce que ça a amené dans votre activité?
ou pas? Alors, oui, je dirais oui et non. Oui, dans la mesure où, comme M. Le Dramé l'a souligné tout à l'heure, alors, quand on prend par exemple le cas des grandes surfaces, donc on a eu une interdiction des sacs de course en plastique et remplacés par les sacs en papier. Quand on va au niveau des entreprises, ce qu'on observe beaucoup, c'est l'abandon des gobelets en plastique. On les remplace par des gobelets en papier, et je vais y revenir. Et dans les mêmes entreprises aussi, on va remarquer l'abandon aussi des solutions avec des bouteilles d'eau. Donc, les entreprises vont plus aller sur des solutions avec des fontaines. Ce qui en soi est très bien pour la réduction des déchets de plastique. Quand je dis non, de l'autre côté, c'est qu'aujourd'hui, si on prend ces alternatives-là qui sont mises en place, ces alternatives n'ont pas forcément souvent des solutions de recyclage. Ça nous arrive, par exemple, d'arriver au niveau d'une structure qui dit « Ok, non, nous, on a respecté la loi, on a complètement éliminé les gobelets en plastique, maintenant, on les prend en papier. » Sauf que quand on regarde de plus près les gobelets en papier, pourquoi ça ne fuit pas? C'est que c'est un mélange de papier et de plastique. Bien sûr. Alors là... Donc, in fine, on nous dit, OK, prouvez-nous quelqu'un qui va recycler. On nous dit, mais non, c'est pas... Ailleurs, peut-être. Ici, non. C'est pas possible. Parce que c'est déjà mélangé. Parce que souvent, c'est ça aussi la particularité du recyclage. C'est qu'à partir du moment où les matériaux sont mélangés, je dirais pas que c'est impossible, parce que la technologie avance toujours, mais c'est mission quasi impossible de reséparer. Donc, à partir du moment où vous mélangez du plastique et du papier, c'est bon pour la poubelle, c'est bon pour la décharge, c'est peut-être bon pour l'incinération, etc. Mais pour le recyclage, c'est très complexe. Et dans tous les cas, au Sénégal, aujourd'hui, il n'y a pas d'acteur qui a en tout cas une technologie pour le faire au moment où je parle. Peut-être que ça va évoluer. Donc, en fait, aujourd'hui, quelque part, en évitant une solution, on va retomber encore sur une autre problématique. Bien sûr, D'où l'idée, comme l'avait souligné M. Dramé tout à l'heure, c'est que dans ces cas-là, c'est très important aussi d'avoir une approche cycle de vie. Exactement. On dit, OK, on arrête les gobelets en plastique, on les remplace par les gobelets en papier. Est-ce qu'on a quelqu'un qui sait recycler? Est-ce qu'on a des entrepreneurs ou même s'il n'y a pas quelqu'un qui sait le faire, est-ce qu'on peut mettre en place un programme d'accompagnement pour que les entrepreneurs puissent commencer à regarder ce sujet-là? Et finalement, aujourd'hui, la solution, en tout cas, quand on nous demande, on leur dit, mais il faut arrêter. Prenez des tasses, après on les lave et c'est réutilisable. C'est encore mieux, je pense. Tout simplement. Et c'est toujours aussi le même constat par rapport aux sachets en plastique. C'est toujours une bataille entre moi et le pharmacien, n'importe quel pharmacien quand j'y vais, parce que je prends des médicaments, il me donne un sachet, lui, j'en veux pas. Pourquoi j'en veux pas? Surtout là, j'ai dit non, je ne veux pas, je mets ça dans mon sac. Pourquoi? Parce que regardez bien le petit sac de pharmacie, il n'est pas grand, mais quelle est sa durée de vie? Effectivement. Vous arrivez à la maison, vous suivez un traitement pendant 3 jours, 1 semaine, c'est bon pour la poubelle. Donc, effectivement, le déchet de papier pose moins de problèmes, parce qu'on a des recycleurs de papier ici, ça pose moins de soucis que le plastique, certes, mais après, on est aussi en train de produire plus de déchets. Voilà. Donc, pour moi, c'est un peu ça le paradoxe, on va dire, entre les deux, c'est que d'un côté, il y a une prise de conscience, de l'autre côté, sur les solutions alternatives qui sont là, on est quand même encore dans les mêmes problématiques. Après, une hausse de la demande, pas forcément. C'est plus un déclic pour un changement de comportement, plutôt, où les gens se disent, il faut que j'arrête les gobelets, il faut que je diminue les bouteilles, il faut que j'arrête ceci, etc. Après, ce qu'on va observer plutôt, c'est plus les entreprises qui ont en interne une politique RSE. Exactement. Ou une politique environnementale. Et qui normalement se multiplient de nos jours. Exactement. Et qui se disent, OK, moi, j'ai envie de faire, même si aujourd'hui, je n'ai pas forcément d'autres contraintes, parce que les contraintes que j'ai, je les respecte, mais j'ai envie d'y aller, d'aller un peu plus loin. C'est assez intéressant cette démarche et je ne savais pas du tout que les gobelets en papier étaient mélangés à du plastique. Il faut déchirer un peu. Donc là... vous allez déchirer, vous allez voir un petit... C'est comme les comment on appelle ça les Tetra Pak. Il y a un nom technique pour les boîtes de jus. De jus de fruits. En fait, c'est comme si c'était plastifié. Exactement. C'était et quelque part, ça se comprend que ça soit plastifié, parce que mettez de l'eau dans du papier... Sinon, c'est pas effectivement c'est pas en termes étanche. Voilà.
ça fait une information pour vous aussi, qui nous regardez. Donc, on a parlé quand même de plusieurs choses jusqu'ici. Mais, Monsieur Dramé, il y a un point que je vais mentionner quand même, parce qu'on parle de plastique, d'accord. Il y a la pollution, mais les plastiques bouchent les drains, polluent les côtes et ont un coût sanitaire et économique. Donc, ma question, là, on va parler, peut-être si vous pouvez nous chiffrer, ou en tout cas nous décrire les impacts environnementaux et sanitaires les plus urgents qui sont liés à la mauvaise gestion justement de ce plastique. Parce qu'actuellement, le Sénégal, on le sait, on subit quand même le changement climatique de plein fouet. Inondations, contamination, on entend beaucoup d'épidémies se multiplier de plus en plus. Et je pense qu'on est dans une tendance mondiale qui, justement, tire à la multiplication des épidémies. Donc, et comment l'administration, justement, votre administration, au niveau du ministère, priorise les zones de solutions à traiter en urgence? Bon, les problèmes, si on devait les traiter, certainement, ça pourrait nous prendre toute la journée. C'est sûr. Parce qu'il y en a même qui disent aujourd'hui que si rien n'est fait d'ici 2050, on pêchera plus de plastique dans les océans que du poisson. Oui. Et je vous assure que ça, c'est pas des fables qu'on raconte, c'est la triste réalité. Mm-hmm. Il y a quelques jours de cela, quand il y a eu des houles fortes là, dans la zone de Anne, Yarach, vers Rufisque, une bonne partie du plastique qui se trouvait en mer a été rejeté sur les plages. Parce que vous savez, le plastique, ça ne se détruit pas facilement. Hein? Non. Alors, tout a été rejeté. C'est comme si ce qu'on jetait la mer se fâche et nous renvoie tout dans nos maisons. Donc, il fallait circuler sur les plages de la baie de Anne. C'était jonché de plastique. Alors, lors de cette visite, j'étais avec les amis de la SONAGED parce qu'on voulait accompagner la dynamique communautaire qui consistait à nettoyer les plages, à faire du beach cleaning, comme ils appellent. Et curieusement, nous sommes tombés sur une scène de pêche. Il y avait des pêcheurs de la localité qui avaient jeté leur filet en mer et en tirant, ils n'ont sorti que quasiment du plastique. Ah oui. Alors, ce jour-là, j'ai dit peut-être c'est le bon Dieu qui nous a amenés pour qu'on assiste à ces situations pour davantage faire des efforts. Oui. Parce que quand on le raconte souvent, les gens pensent que, voilà, on construit un discours pour faire peur ou bien pour amener les gens à adhérer à une politique. Oui. Mais c'est la réalité vécue. C'est la réalité vécue. Il y a des plastiques, vous les jetez en mer ou sur la terre, ça peut faire plus de 100 ans. Oui. Vous creusez, vous les trouvez là-bas. Et on a eu des témoignages de beaucoup de gens qui aujourd'hui habitent dans des zones où dans le passé, c'était des dépotoirs d'ordures. Mais quand vous creusez, vous trouvez des déchets là-bas, des déchets plastiques qui ne se détruisent pas. Donc c'est tout simplement pour vous dire que le problème est énorme. Alors, les conséquences sur le plan sanitaire, on les connaît. Parce que très souvent, on parle de microplastiques, surtout en milieu aquatique. Oui. Mais ces microplastiques-là résultent de la dégradation ou de la photodégradation même de certains plastiques qui sont ensuite lessivés et envoyés vers les lacs, vers les cours d'eau, etc. Mais ces microplastiques-là, les organismes aquatiques les absorbent. Bien sûr. C'est le poisson, c'est les crevettes, c'est tout ce que vous avez. Et après, on va pêcher ce poisson. Oui. On les amène chez nous. Vous avez un bon tchof braisé. Ah oui. Vous êtes content, mais vous ne savez pas qu'en mangeant ce tchof braisé, peut-être que vous êtes en train de manger en même temps des microplastiques. Effectivement. Ou bien même de manger les produits chimiques dangereux qui sont dans ces plastiques. Parce que ces plastiques-là, pour leur donner certaines caractéristiques, mais l'industrie a développé certaines substances chimiques qui sont même souvent des substances chimiques dangereuses, qu'on additionne au plastique pour pouvoir leur donner une certaine coloration, une certaine résistance. Absolument. N'est-ce pas, au feu, etc. etc. Oui, oui. Mais ces substances chimiques-là sont mélangées avec le plastique. Oui. Et quand les poissons les mangent, vous mangez le poisson, il y a une sorte de bioaccumulation qui se passe. Donc, vous voyez un peu sur le plan sanitaire. C'est la même chose également. Parce que dans beaucoup de nos quartiers, on n'a pas d'infrastructure de traitement des déchets. Qu'est-ce qu'on fait? On brûle. Oui. Mais en brûlant le plastique, ça dégage ce qu'on appelle du dioxine, c'est des furanes, c'est des substances chimiques très dangereuses
vous êtes exposé, à partir d'un certain moment, vous pouvez développer certaines maladies comme le cancer. Hein? Ah oui, non, mais je pense que les maladies sont Voilà. multiples avec ça. Oui. Donc, pour vous donner ces deux exemples d'impact sur la santé bien humaine. Sûr, bien sûr. Alors, sur les autres aspects, comme l'élevage, par exemple, moi, il y a quelques 8 mois de cela, j'étais en déplacement dans la région de Louga et j'ai rencontré les éleveurs et en discutant avec eux, mais ils m'ont fait savoir que une très bonne partie de la mortalité du bétail est liée au plastique. Parce que vous savez, ces sachets plastiques-là, quand vous les rejetez, ça navigue au gré du vent. Bien sûr, oui. Et dans certaines zones arides, très souvent, quand il n'y a plus de pâturage, mais les chèvres, les moutons mangent ce plastique-là. Combien de fois pendant la fête de la Tabaski, on a tué un mouton et on a trouvé du plastique dans le ventre? Et ce plastique-là, c'est environ 30% de la mortalité de notre bétail. Du bétail, oui. Donc, pour vous dire comment c'est sérieux. Sur un autre aspect, on peut considérer les inondations aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, pendant les opérations de curage pré-hivernal, des canaux d'évacuation, mais globalement, c'est du plastique qu'on sort. Ah oui, non mais... Globalement, c'est du plastique qu'on sort. Et ce plastique-là, ça constitue un bouchon des canaux d'évacuation des eaux et peuvent être à l'origine des problèmes d'évacuation des eaux pluviales et causer donc des inondations. Bien sûr. N'est-ce pas? Bien sûr, oui. Donc, c'est pour vous dire que sur tous les plans, on peut donner l'impact du plastique, sur le plan même esthétique. Absolument. Vous circulez dans beaucoup de localités aujourd'hui, vous voyez des plastiques accrochés sur les arbres, mais ce n'est pas beau à voir. Non. C'est pas beau à voir. Outre l'aspect sanitaire, effectivement. Voilà. Donc, il y a des problèmes un peu partout. On peut les lister à foison. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui, il faut absolument que des solutions innovantes soient mises sur la table pour régler ce problème. Il ne faut pas faire du mimétisme. Dire par exemple que dans tel pays, on a interdit la consommation, si on fait la même chose, on aura les mêmes résultats. Non. Souvent, on donne en Afrique l'exemple du Rwanda, qui a quand même réussi à lutter contre la pollution plastique. Mais c'est parce qu'il y a une adhésion de la population. Mais en plus de cela, le Rwanda, ce n'est pas comme le Sénégal. Hein. Quand on vous dit ne jetez pas le sachet plastique, vous jetez, vous êtes sanctionné. Oui. Mais ici, c'est quand on vous dit de ne pas jeter le plastique que vous allez jeter le plastique. Bah là, c'est quand même un peu... C'est quand même un peu un problème comportemental. Là. C'est un problème comportemental. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas qu'on fasse du mimétisme. Oui. Il faudrait qu'on analyse le contexte socio-culturel dans lequel on met en œuvre les politiques pour pouvoir développer des solutions ingénieuses qui puissent permettre d'arriver à des résultats. Récemment, j'étais à Paris. Quand je suis entré dans une boutique, on m'a vendu un produit et on l'a mis dans un sachet plastique. J'ai dit, ah bon, ici, on donne des sachets plastiques. Ils m'ont dit, non, ce n'est pas interdit. On donne effectivement des sachets plastiques. Et beaucoup de pays en Europe, qui sont quand même des pays qui sont des champions en matière d'écologie, on n'interdit pas ces produits qu'on a interdits au Sénégal. Mais l'avantage de ces pays, c'est qu'ils ont un système très robuste de ramassage et de traitement des déchets. Exactement. Oui. Et qui est respecté. Et qui est respecté. Oui. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Oui. C'est la raison pour laquelle la solution la plus appropriée, en tout cas que les autorités publiques ont trouvée, c'est de réduire le problème à la source. Et réduire le problème à la source, c'est l'interdiction, mais malheureusement qui ne donne pas encore les résultats escomptés. Bon, après, quand je dis c'est un problème comportemental, c'est que quand on a une loi qui interdit de faire une chose et qu'on se dit que oui, la population va quand même le faire, c'est quand même, je trouve, un peu grave dans le sens où tout le monde est censé respecter la loi. Donc, en plus de toutes les problématiques que vous venez de citer, que ça soit sanitaire, que ça soit sur le changement climatique, que ça soit sur... Là, on a vraiment besoin peut-être de mesures quand même, je dirais, radicales ou vraiment très fortes, parce qu'ailleurs, c'est ce qui a fait la différence. C'est que la loi, c'est la loi. Si vous ne la respectez pas, vous avez des amendes, vous avez des sanctions, et personne n'a envie d'être sanctionné, ni en tout cas, avoir des coupures dans son salaire ou dans son argent, en plus dans cette économie qui n'est pas forcément facile. Donc, je me dis peut-être qu'ici, l'État ou la réglementation doit peut-être être un peu plus ferme ou pas. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Il ne sert à rien de mettre en place des lois, des règlements, si on ne peut pas les mettre en œuvre.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on a révisé la loi de 2015 pour adopter la loi de 2020, on a élargi non seulement le champ d'application, mais la lutte contre la pollution plastique, on en a fait une activité interministérielle. Ce n'est plus seulement le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Économie, à travers la douane, le ministère du Commerce, le service d'hygiène, les forces de défense et de sécurité, tous les agents assermentés du ministère de l'Environnement, très bien, le ministère de l'Industrie. C'est-à-dire que quand vous regardez cette loi, c'est toutes ces structures-là, ces départements ministériels-là qui sont interpellés pour l'application de la loi. Bien sûr. Mais malgré tout, on n'a pas encore trouvé une parade. C'est pourquoi moi je pense qu'au-delà de la répression, parce que vous savez, le Sénégal, ce qu'on interdit d'habitude, c'est comme si en interdisant, on vous dit faisait ou bien faites. Par exemple, fumer en public, c'est interdit. Fumer en public est interdit. Complètement, surtout dans les lieux publics. Mais combien de gens, vous asseyez aujourd'hui, ils fument... Eh oui, et font fumer les autres. Et font fumer les autres, avec toutes les conséquences. Bien sûr. N'est-ce pas? Donc c'est pourquoi je crois qu'il faut des approches inclusives dans la préparation des lois et des règlements. Il faut veiller à ce que la population adhère aux politiques, adhère aux lois et aux règlements, parce qu'à partir de ce moment, chacun sera le surveillant ou le gardien de l'autre. Vous savez, le Rwanda, ce qui a fait la réussite, ce n'est pas parce que seulement l'État sanctionne ou suit, mais c'est parce qu'il y a une approche communautaire qui fait qu'aujourd'hui, si Baba sort et jette un sachet plastique, mais Boussoura va lui dire tout de suite, Baba, ramasse ce sachet. Et s'il ne le fait pas, Boussoura a la possibilité d'aller vous dénoncer. Et on vous sanctionne sévèrement. Exactement. Donc, je crois que cette vigie populaire-là, il faudrait qu'on essaie de développer ça dans notre pays. Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait une appropriation des politiques, une appropriation des lois et des règlements par les populations qui en sont les principales bénéficiaires. Excellent. En tout cas, on reviendra justement sur cette importance comportementale d'ici la fin de cet échange. Alors, Boussoura, du point de vue d'une PME, une start-up de recyclage, alors, quels sont les principaux verrous logistiques et financiers, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de finances. Le nerf de la guerre. Collecte, tri, accès au marché pour produits recyclés. Et finalement, quelle aide ou partenariat public-privé vous serez le plus utile, vous, en tant que PME? Alors, le premier verrou pour les entreprises, c'est quand même l'accès, en fait, et souvent, de façon globale, même dans la gestion des déchets, c'est l'accès à la matière. Oui. Et surtout l'accès à la matière. Oui. Donc, en soi, c'est pas vraiment la capacité d'aller collecter, mais de collecter les bons flux. D'accord. Et les bons flux... C'est-à-dire, c'est quoi les bons flux? Alors, je vais par exemple donner un exemple. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs types de plastique? Parce que souvent, on dit plastique, mais il y a 7 grands groupes de plastique. D'accord. Et même dans les 7, il peut y avoir des sous-groupes. Exactement. Donc, je passerai sur le 7e. Et souvent, à part avoir, par exemple, ce qu'on appelle des agrégateurs ou des entreprises intermédiaires, très souvent, vous allez avoir une entreprise qui est spécialisée sur un flux. D'accord. Peut-être 2, parce que la machine, en fait, prend ces flux-là. Donc, le flux, par exemple, que vous allez avoir pour les chaises, ça ne va pas être le même flux que les bouteilles d'eau. Le flux de la bouteille elle-même, le type de plastique, n'est pas le même que le bouchon. D'accord, oui. Ce qui veut dire ce qui veut dire que quelque part, en fait, il y a quelqu'un qui l'a séparé. Bien sûr, oui. Et dans ce flux-là, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les flux n'ont pas forcément de filière de recyclage. Ah oui, oui. On ne peut pas être partout et tout faire en même temps. Exactement. Et il y en a, en fait, qui ne sont pas recyclables. Et il y en a pour d'autres, il n'y a pas d'industrie pour l'instant qui sont installées. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez aller faire une collecte et vous retrouver avec du plastique que vous ne pouvez pas recycler. Donc, c'est le même coût de collecte qui est dépensé sans pour autant avoir les bonnes matières à recycler. Bonnes matières, d'accord. Okay. L'autre point, c'est la qualité du déchet. Parce que dans tous les cas, il faut aussi qu'on parle de la qualité du déchet. Oui. Imaginez par exemple aujourd'hui un recycleur qui recycle des bouteilles d'eau qui ont juste été utilisées pour de l'eau. C'est déjà propre. Oui. Donc ça arrive, il sépare ses matières, il va broyer, après il va revendre. Imaginez à côté celui qui reçoit sa bouteille d'eau initialement.
qui après a été utilisé pour du jus, qui après a été utilisé peut-être pour de l'huile, ce qui n'est pas recommandé. Bien sûr. Après, on l'utilise pour de l'huile de palme. Ça fait déjà beaucoup. Ça fait beaucoup de travail de lavage et en fait, parfois, c'est même pas possible. Parce qu'au fond, en fait, en termes de matière à recycler, il n'y a que le verre qu'on peut nettoyer à 100%. Parce que le plastique, les produits s'imprègnent. Exactement. Exactement. Ouais. Donc aujourd'hui, typiquement, même en termes de recyclage, aller vendre par exemple du plastique qui a été entre guillemets contaminé, ce n'est pas des matières toxiques, hein, avec de l'huile ou de l'huile de palme, etc., c'est absolument pas la même valeur que du plastique qui a juste été utilisé pour de l'eau. D'accord. Donc, il y a quand même ces problématiques-là opérationnelles qui sont sur le terrain, mais qui sont beaucoup liées, mais en fait, quelque part, à l'aspect culturel, à l'aspect utilisation, parce que c'est déjà ancré. En fait, on réutilise énormément de choses. Exactement. On ne nous a pas spécifiquement appelé en disant il faut réutiliser, mais de par les contraintes économiques et tout ça, on est quand même dans un pays où on réutilise énormément de choses. Ah ben oui. Et en fin de chaîne, ça pose des défis de recyclage. Ça c'est déjà beaucoup de choses qu'on apprend sur les flux, sur la technicité que ça requiert, etc. Ça fait déjà un gros verrou, je trouve. Mais côté finance, ça m'intéresse quand même beaucoup. Est-ce que vous avez des difficultés justement sur l'aspect finance? Sur l'aspect finance au sens levée de fonds, financement et tout ça, oui, clairement. Bien sûr. Parce que d'ailleurs, je faisais un atelier il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que c'était là, il y a une semaine ou deux, qui parlait de financement justement des entreprises vertes. La principale difficulté, c'est que le monde financier ou les banques, de façon globale, ne connaissent pas le business model. Oui. Et le business model d'une entreprise verte, donc qui est dans le recyclage ou autre, en tout cas dans l'économie verte, c'est un business model qui prend du temps. Ce n'est pas juste de l'achat et de la vente. Aujourd'hui, je peux venir dire, OK, j'ai des fonds, je voyage, j'achète, je vends. 1 mois, 2 mois, 3 mois après, j'ai ma marge qui est déjà là et je peux repartir. Oui. On n'est pas dans le même cas de figure. On est dans un cas de figure où il faut beaucoup éduquer le client, où l'accès est difficile. On est dans un cas de figure où justement, en face, on a quelqu'un qui ne comprend pas forcément le business model. Vous prenez par exemple quelqu'un qui fait du recyclage du plastique, qui ne peut pas tout transformer ici et qui est obligé d'exporter. C'est difficilement compréhensible que cette personne-là soit en train de dépenser pendant 6 mois ou pendant 3 mois pour pouvoir faire du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre 2 tonnes dans un conteneur. Il va bien falloir regrouper, il faut payer les salaires, il faut payer les charges, etc. pendant un temps, histoire d'avoir la quantité nécessaire pour pouvoir aller vendre sa matière première, alors soit ici, soit ailleurs. Donc tout ça, c'est des problématiques qui font que les personnes qui sont en face ne connaissent pas, ne comprennent pas et en fait, c'est très très difficile justement de faire ces levées-là. Alors maintenant, on voit de plus en plus qu'il y a et puis depuis même quelques temps, qu'il y a des bailleurs qui s'y intéressent. D'ailleurs, à l'époque, il y avait même le ministère de l'Environnement qui avait des programmes dans ce sens-là. Et c'est parce qu'en fait, le ministère avait compris que les entrepreneurs étaient quand même dans... bien sûr. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est votre premier... Exactement. Donc, à l'époque, il y avait quand même des programmes justement d'accompagnement, de financement pour les entreprises qui sont dans l'économie circulaire avec des conditions qui sont plus flexibles et que la banque n'acceptera certainement jamais. Bien sûr. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'institution qui est vraiment à même de vous comprendre, ce serait déjà le ministère de l'Environnement. Et en parlant de partenariat public-privé, est-ce que vous sentez justement, on va dire, cet accompagnement-là venant de l'État en tant que PME spécialisée? Alors, nous, de façon spécifique, oui. Et en fait, je dis oui dans la mesure où le ministère accompagne quand même pour se conformer à la réglementation. Après, il faut dire qu'on a fait le choix dès le début de, à chaque fois qu'il y a des activités, d'aller demander de l'appui au ministère pour accompagner, pour se conformer. Oui. Et dans ce cas-là, effectivement, l'équipe est là pour accompagner les structures. Les structures. Maintenant, oui, j'allais dire, en fait, là où vraiment le secteur privé a besoin du public, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est la réglementation. C'est sûr. C'est la réglementation. Moi, en fait, en tant qu'entrepreneur, donnez-nous le choix entre vous dites, OK, il y a de l'argent qui est là, il y a une réglementation qui est forte, demain tout le monde va se conformer, je vous dis, gardez l'argent. Parce qu'une fois que la réglementation est là, une fois que tout le monde est contraint de faire, et surtout une fois qu'il y a contrôle et qu'il y a sanction. Exact. À un certain moment, dans nos pays, il faut quand même
voilà, il faut beaucoup sensibiliser, certes, mais à un certain moment, il faut quand même y aller sur la partie sanction. Donc, à partir du moment où tout le monde se conforme, où en fait les réglementations ont été faites aussi en concertation avec les acteurs, parce que c'est tous ces points-là qu'il faut prendre en compte, comment fonctionne le système, quelle est la meilleure façon de faire cette réglementation-là, de contraindre, comment faire pour que tout l'écosystème fonctionne. À partir de là, il y aura encore beaucoup plus d'entreprises qui vont venir se développer dans ce secteur-là, dans d'autres secteurs, qui vont créer de l'emploi. Et en fait, j'ai envie de dire, à ce moment-là, l'État sera un chef d'orchestre. Exactement. Juste pour dire, rôle. Voilà, je pose les bases. Chez moi, voici comment ça fonctionne. Et tout de suite, les acteurs vont s'organiser, tout le monde se conforme et l'économie va tourner tout seul et des emplois seront créés. C'est très intéressant parce que moi, je relève aussi le fait que vous parliez en vous projetant. Mais moi, étant aussi dans le secteur, j'aime beaucoup alarmer que est-ce qu'on a le temps ? Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de dire comme solution, parce qu'on a ici le ministère de l'Environnement qui est représenté, on a ici le secteur privé local. Monsieur Dramé, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que Boussra vient d'évoquer justement sur les partenariats et l'accompagnement nécessaire, en tout cas, pour les PME de ce secteur, sachant, comme je dis, que est-ce qu'on a vraiment le temps, sachant tout ce qu'on vient de dénoncer depuis le début, les problèmes sanitaires, les problèmes sur le changement climatique, environnemental, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas être un peu plus pragmatique par rapport à notre secteur privé local ? Ce que Boussra a dit est tout à fait vrai, parce que CETIC aussi est un acteur majeur dans l'écosystème de l'économie circulaire au Sénégal. Et nous avons eu l'avantage de travailler ensemble depuis plus de 10 ans déjà. Nous travaillons ensemble pour promouvoir l'économie verte, la croissance verte, à travers le soutien à l'éco-entrepreneuriat. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, le gros problème que nous avons, c'est le problème du financement. Parce que dans la réglementation, les lois et les règlements, aujourd'hui, il n'y a pas une dichotomie positive pour accompagner ceux qui entreprennent dans le domaine de la protection de l'environnement. Même quand vous regardez aujourd'hui la loi sur les startups, c'est une loi qui accompagne beaucoup plus ceux qui sont dans le digital, l'économie numérique, que ceux qui sont dans le domaine de l'économie circulaire, de l'économie verte. Alors que ce secteur-là est en train de prendre de l'ampleur, en train de se développer. Et j'ai l'habitude de dire, ceux qui entreprennent dans le domaine de l'environnement, c'est en fait des structures, certes du privé, mais qui ont quasiment une activité de service public. C'est vrai. Parce que ce que CETIC fait aujourd'hui, en ramassant par exemple tout ce qui est déchets d'équipements électriques et électroniques, pour aller traiter, etc., mais c'est un service public. Absolument. Parce que ces déchets, dans la nomenclature internationale des déchets, sont des déchets dangereux. Si vous les laissez dans la nature, c'est du poison que vous laissez dans la nature. Une société aujourd'hui qui se spécialise dans la récupération, la collecte et le recyclage du plastique, vous ne pouvez pas, gérer ou prendre en charge cette structure comme quelqu'un qui a une entreprise commerciale qui vend, etc. Absolument. Non, c'est différent. Ils sont dans un domaine, comme elle l'a dit, où la rentabilité est une rentabilité différée. Exactement. Différée. Vous savez, vous avez aujourd'hui un commerce, vous importez, ça marche, vous commencez tout de suite à avoir les bénéfices. Mais dans le domaine de l'environnement, nous, la plupart des plans d'affaires que nous avons eu à mettre en place, à accompagner, mais c'est en fait une rentabilité différée, n'est-ce pas? Et trop souvent, les produits que vous mettez sur le marché, si la population n'est pas bien éduquée pour comprendre l'impact écologique que vous avez en prenant ces produits-là, les gens ne prendront jamais. Les gens ne prendront jamais. Donc, c'est pour dire qu'il faut aujourd'hui un traitement spécial pour ces éco-entrepreneurs, comme je les appelle moi. Exactement. Moi, j'ai eu la chance, avant d'être directeur de la réglementation, d'avoir coordonné le premier programme au Sénégal sur les emplois verts, qu'on appelait le PASSEV, le programme d'appui à la création d'opportunités d'emplois verts, qui était un programme du gouvernement du Sénégal avec l'appui du PNUD. Et l'ambition, c'était vraiment d'accompagner les startups
qui travaillent dans le domaine de la protection de l'environnement pour leur permettre d'avoir des financements. Parce que vous savez, nos banques classiques là, ils préfèrent aller financer un importateur de riz pour aller prendre du riz, venir tout de suite vendre et avoir le bénéfice, que de venir financer Bousra, qui doit courir de gauche à droite pour collecter des déchets plastiques ou des déchets d'équipement électronique, retraités, envoyés en France et attendre peut-être 2 ans, 3 ans pour entrer dans ces fonds. N'est-ce pas? Donc, les gens veulent toujours des activités rentables tout de suite. Mais l'activité de Boursa est d'une importance capitale parce que l'activité de l'autre a une externalité négative sur l'environnement, mais l'activité de Boursa permet aujourd'hui de transformer cette externalité négative, de ramasser les déchets, de les traiter pour éviter que cela reste dans la nature. Exactement. Donc, je crois qu'il faudrait aujourd'hui envisager des politiques qui soient adaptées et qui soient des politiques qui supportent cet éco-entrepreneuriat-là. C'est vrai que l'État est en train d'y travailler en mettant en place une stratégie nationale pour la promotion des emplois verts, en travaillant à la mise en place de beaucoup de projets pour accompagner ces initiatives-là, et même en mettant des règles dans les lois pour accompagner cette dynamique-là. Je donne l'exemple simple. Vous prenez aujourd'hui la loi plastique. Quand on élaborait cette loi, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans le recyclage du plastique qui avaient dit le problème du recyclage du plastique, c'est le prix. Si l'État met en place un mécanisme qui permet de réguler le prix de façon à rendre la collecte attractive, à partir de ce moment, beaucoup d'acteurs pourront investir dans le secteur. Et la loi prévoit justement un mécanisme qui n'est pas encore opérationnalisé parce que le décret d'application de la loi n'est pas encore disponible. Donc, on a prévu cela. De la même façon également, on a prévu la taxe à la pollution plastique. Excellent. Vous savez, cette taxe-là, sa vocation, c'est quoi? C'est pour mettre en place un fonds d'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine du recyclage du plastique. C'est pour permettre à l'État d'avoir les moyens nécessaires pour que quand Bousra souhaite être accompagné par l'État, qu'on puisse lui donner des ressources pour financer son activité, comme le secteur classique n'arrive pas à les financer. Donc, il y a beaucoup d'initiatives que nous mettons en place dans la réglementation, dans les projets, dans les programmes, pour accompagner ces initiatives. Mais je dois avouer que nous ne sommes pas encore totalement à la hauteur de la demande. Parce que c'est peu de ressources. C'est souvent périodique parce que c'est à travers des projets et des programmes. Alors que ce que nous voulons, c'est un mécanisme structurel qui soit là pour accompagner la dynamique enclenchée par les éco-entrepreneurs. Effectivement, il y a beaucoup de projets, vous avez mentionné, et des initiatives. Mais actuellement, si on parle juste factuel, aujourd'hui, qu'est-ce qui est sur la table? La loi plastique, où est-ce qu'on en est à ce jour? Depuis qu'elle a été mise à jour, on a vu justement au début de ce podcast les difficultés, etc. Mais vu justement toutes les contraintes et difficultés qui ont été mentionnées, quels sont les next steps? Alors, les next steps, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons engagé... Le problème n'est pas seulement un problème sénégalo-sénégalais, c'est un problème mondial, la pollution plastique. Donc, il y a un processus de négociation sous l'égide des Nations Unies pour avoir un traité juridiquement contraignant sur la pollution plastique. Les discussions sont en cours, mais butent sur énormément de difficultés parce qu'il y a beaucoup de pays dont l'activité économique repose essentiellement sur l'industrie pétrolière et la plasturgie. Parce que vous prenez les grands pays comme l'Arabie Saoudite qui produit beaucoup de pétrole, mais ces pays-là, une bonne partie du pétrole développe l'industrie de la plasturgie. Donc ces pays-là ne peuvent pas d'un jour à l'autre accepter qu'il y ait un traité juridiquement contraignant qui réduit l'utilisation du plastique. Il faut réfléchir pour trouver des alternatives et les engager dans le processus. Donc nous, ce que nous avions pensé, c'est qu'une fois cette convention adoptée, des pays comme le Sénégal vont signer et ratifier. Et quand on signe, on ratifie, il faudrait que ces conventions soient internalisées à travers nos lois et nos règlements. Ce que nous voulons, c'est prendre le prétexte de ce contexte d'adoption de la loi plastique, de la convention sur la pollution plastique,
pour actualiser notre réglementation, regarder ce qu'il y a de bon, on essaie d'amplifier. Ce qui pose aujourd'hui problème en termes de mise en œuvre, qu'on puisse revoir la stratégie qui est proposée dans la loi. D'accord. Et le gouvernement est déjà dans la dynamique. On est déjà dans la dynamique parce qu'on nous a demandé d'engager le processus d'évaluation de la loi. Parce que évaluer la loi, c'est voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. On a déjà commencé les focus groups. Les focus groups, c'est réunir un certain nombre de catégories d'acteurs. Ceux qui sont dans le recyclage, les industriels, les importateurs de produits plastiques, les administrations qui sont censées mettre en œuvre, la société civile, pour leur dire la loi qui est actuellement sur la table, qui est en train d'être mise en œuvre, comment vous l'appréciez, comment vous l'évoluez, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer la politique de l'État en matière de mise en œuvre, de lutte contre la pollution plastique, à travers la révision de cette loi. Et quand on aura bouclé ces échanges, parce qu'on nous a beaucoup reproché de ne pas consulter avant l'élaboration de la loi. C'est d'ailleurs ce que beaucoup d'acteurs nous disent. Quand on aura terminé tout cela, on va organiser un atelier national d'évaluation de la loi plastique. On prévoit ça d'ailleurs les 15 et 16 décembre. 2025 ? Ah oui, 2025. Parce que ce que nous voulons, nous, c'est en 2026 revoir notre arsenal juridique pour l'améliorer conformément à la vision de tous les acteurs. Ce n'est pas seulement une vision de l'État. Oui. C'est tout le monde. C'est la société civile, c'est les populations, c'est le secteur privé, etc. Tout le monde s'assoit, discute de la loi et dit nous allons aller justement dans ce sens. Parce qu'il y a un dénominateur commun. Quand vous discutez aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs, tout le monde vous dit que la pollution plastique est un problème. Il faut trouver une solution. Dès l'instant où que les gens acceptent que c'est un problème, là où on pourrait avoir des problèmes, c'est comment nous devons y aller. Exactement. Parce que les mesures que vous mettez en place touchent des intérêts, touchent des enjeux qui peuvent avoir des incidences négatives sur certains secteurs économiques. Donc, ce que nous voulons véritablement, après avoir fait tout ce travail d'évaluation sectorielle avec les acteurs, aller vers un atelier national qui réunira tous les acteurs, discuter et à la fin de cet atelier-là, faire des propositions d'amélioration, n'est-ce pas, que nous soumettrons aux autorités pour revoir la politique. C'est là où nous en sommes. Mais en plus de la révision de la loi, actuellement, nous sommes en train de mettre en place un très grand projet qu'on appelle Solutions durables à la pollution plastique. D'accord. Ce projet a déjà été validé. C'est avec l'appui du PNUD et avec l'appui du Fonds pour l'environnement mondial. Nous sommes en train de mettre en place l'unité de coordination du projet. Mais son projet, fondamentalement, son rôle, c'est d'accompagner les acteurs du secteur. Parce que l'État, son rôle, c'est de ne pas être à la place du secteur privé, de l'entrepreneuriat. Mais mettre en place un cadre habilitant qui permet à CETIC aujourd'hui de se mouvoir dans l'entrepreneuriat vert sans contrainte. Et ce projet-là, sa vocation, c'est ça. Donc certainement, c'est un projet qui sera lancé tout à fait au début de l'année 2026. Et nous espérons que cela va apporter des solutions durables aux difficultés rencontrées par les acteurs. C'est de très bonnes projections et surtout, comme je dis, avec des délais qui sont intéressants parce que ce qui veut dire que l'année 2026, en tout cas, promet de bonnes nouvelles, Inch'Allah. J'ai juste en une phrase, parce qu'on tire à la fin de ce podcast, Monsieur Dramé, en une phrase, comment vous définiriez au sens large l'économie circulaire, de manière simple pour que tous les Sénégalais qui nous regardent puissent comprendre? Si je devais définir l'économie circulaire, c'est une question un peu sensible, mais c'est en quelque sorte internaliser les externalités négatives pour créer plus de valeur ajoutée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, si je prends le en cas mot simple. Oui. En mot simple, on a dit. Voilà. Vous voyez, ça aussi, c'est des challenges dans le secteur. Donc, faire en sorte que les externalités négatives sur le plan environnemental de nos activités soient internalisées pour promouvoir le développement durable. C'est comme ça, moi, que je vois l'économie circulaire. Est-ce que, Boussoura, vous êtes d'accord avec cette définition? Ou si vous avez une définition à vous?
Alors oui, je suis d'accord avec la définition. Après, je suis pas peut-être que les personnes comprendront forcément la partie externalité. C'est pour ça que je demande. Voilà. C'est pour ça que je demande. C'est ça. Parce qu'on sent quand on est technicien, on peut difficilement parfois sortir de sa technicité. Oui. Donc oui, vraiment pour que on parle vraiment, c'est un sujet très important. Donc c'est important aussi pour vous qui nous regardiez de pouvoir se sentir, en tout cas de comprendre ce qu'on est en train d'expliquer. Donc quelle serait ta définition à toi? Ben, comment je le sens, c'est comme, en fait, c'est peut-être quand on prend un produit, c'est de réfléchir à une approche, donc justement approche de cycle de vie du produit, qui fait que le produit peut naître, servir à quelqu'un et après retrouver une seconde vie. D'accord. Sans pour autant impacter négativement l'environnement et la santé publique. Très bien. Je pense qu'on a compris. J'ai encore juste une question que je ne peux pas ne pas poser, Monsieur Dramé, c'est les emplois verts. On ne peut pas ne pas en parler, sachant que l'employabilité est très importante pour nos autorités et pour le gouvernement. Et pour vous, les jeunes, nous qui sommes là dans le secteur, donc en termes de création d'emplois verts et d'économie locale, quel potentiel offre selon vous cette filière justement circulaire bien structurée au Sénégal? Quels sont aujourd'hui les jeunes qui sont dans en tout cas les études supérieures dans ce domaine? Est-ce qu'ils peuvent aspirer justement à des emplois durables dans ce secteur? Absolument. Oui. Vous voyez, Bousra, elle est cadre. Il aurait pu dire j'attends un emploi dans une grande entreprise ou dans la fonction publique sénégalaise, etc. Mais elle a choisi un emploi vert. Oui. Parce que l'emploi vert, pour moi, c'est un emploi qui est décent d'abord. Absolument. Qui vous permet de gagner décemment votre vie, mais qui a une incidence très positive sur l'environnement, comme ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Au lieu de laisser les D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques, traîner dans les décharges, traîner dans nos ruelles et autres là, on les ramasse, on les recycle. Et justement, on a un impact très positif sur l'économie, sur l'environnement et sur la société. C'est un peu ça l'idée de l'emploi vert. Et jusqu'à présent, pour moi, on n'a pas encore épuisé notre potentiel. On est très loin de ça. Ça c'est sûr. Mais heureusement qu'il y a beaucoup de jeunes. Et souvent, c'est des cadres de haut niveau, des gens qui font leurs études ici au Sénégal ou qui font même leurs études hors du Sénégal, n'est-ce pas, qui reviennent avec des diplômes d'ingénieurs qui investissent dans le secteur de l'entrepreneuriat vert. Exactement. Parce que moi, je l'ai toujours dit, et c'est clairement reflété dans notre stratégie nationale de promotion des emplois verts. Pour que l'emploi vert se développe au Sénégal, il faut créer des entreprises vertes. Parce que ce sont les entreprises qui créent les emplois verts, les entreprises vertes qui créent de l'emploi vert. Parce que si vous prenez aujourd'hui des jeunes, vous les mobilisez dans le cadre d'un projet qui travaille par exemple dans le ramassage des déchets, etc. À la fin du projet, les jeunes retournent à la case de départ. Ce n'est pas un emploi pour moi que vous avez créé. Ou du moins, vous avez créé un emploi de projet. C'est comme ça que je les appelle. Mais la meilleure façon de rendre ces emplois durables, c'est d'aider ces jeunes-là à mettre en place des micro-entreprises, de les accompagner à développer des plans d'affaires et à survivre, n'est-ce pas, au financement des projets et à poursuivre les activités à la fin du projet. Donc, c'est cette approche que nous avons au ministère de l'Environnement. Excellent. Nous y travaillons, et nous y croyons, parce que un peu partout à travers le monde, on a parfaitement compris que l'emploi vert, c'est l'emploi de l'avenir. Absolument. Parce que vous allez dans le secteur de l'énergie renouvelable aujourd'hui offre énormément de possibilités d'emploi. Vous allez dans le secteur des déchets, c'est la même chose. Surtout dans nos pays. Oui, surtout dans nos pays. Dans le domaine de la gestion forestière, etc. Il y a énormément, dans le domaine de l'écotourisme, n'est-ce pas? Il y a énormément d'opportunités. Il suffit maintenant de faire une très bonne analyse du potentiel de ces différentes filières vertes et maintenant d'accompagner les jeunes à mettre en place des entreprises qui soient véritablement des entreprises durables. C'est très, en tout cas, inspirant et prometteur et nous vous encourageons, bien sûr, à suivre ces voies et avant tout, bien sûr, de vous former dans ces filières. Boussoura, quel geste simple
simple, que tous les Sénégalais peuvent faire et accessible à chaque citoyen, peut-il adopter pour réduire son usage du plastique de tous les jours, par exemple, dans une logique, bien sûr, d'économie circulaire, comme vous avez défini tout à l'heure, en recommandation aujourd'hui à ceux qui nous regardent. Alors, je vais revenir sur le point, mais est-ce que tu permets que je revienne un bien peu sûr, justement oui, sur la partie emploi vert? Bien sûr. Pour insister et effectivement confirmer qu'il y a un vrai potentiel de création d'emplois verts, mais qui aujourd'hui est quand même quelque part bridé par le fait que vous créez des emplois verts ou des emplois entre guillemets classiques, en termes de fiscalité, tout le monde est logé à la même enseigne. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, les ça, entreprises vertes, souci, par contre, c'est un grand souci. Les entreprises vertes mettent du temps à être rentables. On arrive sur le marché avec des solutions où tout le monde nous regarde en disant oui, c'est beau, mais avant d'acheter, ça prend du temps. Donc aujourd'hui, en termes de fiscalité, il y a quand même besoin d'un accompagnement. Et surtout, les entreprises vertes spécifiques. Les entreprises vertes prennent en compte aussi pas mal de considération, notamment la protection des employeurs. Quand on fait des choses comme ça, la formation, donc ça veut dire qu'en fait, on est en train de dépenser plus. Et en face, on paye en fait exactement les mêmes taxes que tout le monde. Mais tout ceci, ce sont des problèmes qui peuvent être réglés par la réglementation. Moi, vraiment, j'insiste là-dessus. Sur la réglementation. Même le financement. Aujourd'hui, vous avez un investisseur d'ici ou d'ailleurs qui vient. La première question qu'il pose, c'est pas quels sont vos chiffres. Quelle est la réglementation? Il faut qu'ils se sentent en sécurité. Exactement. Et après, on va parler des chiffres. Alors, pour revenir au geste simple. Pour moi, la première question, c'est de se demander que va devenir ce produit-là si je le prends. Est-ce que moi, je prends la responsabilité, par exemple, de prendre un petit sachet plastique qui sera là pendant 100 ans, 200 ans dans la nature et oser refuser. Oser refuser. Oser refuser. Moi, je veux dire, c'est vrai, souvent dans les pharmacies, boutiques et tout ça, on me reconnaît parce que peut-être qu'on prend... Oui, c'est vous qui ne voulez pas de sachet plastique. Oui, non, je ne veux pas. Vous allez à la boutique, vous achetez, je ne sais pas, du sucre. Parfois même, vous achetez des bonbons, menthe fraîche et compagnie. Il met encore dans un sachet. Posez-vous la question, est-ce que vous en avez besoin? Est-ce nécessaire? Sous couvert de sutura, il faut que je cache. Mettez ça dans le sac, mettez ça dans la poche. Parfois, vous avez juste à faire 10 mètres. C'est juste des automatismes. Ce n'est pas forcément qu'ils se posent la question. Mais les gens demandent. Les gens demandent. Parce que souvent, quand je dis je ne veux pas et que j'explique, on me dit « Ah, mais c'est bien parce qu'ici, on nous l'exige. » Souvent, quand on vend un produit et qu'on ne donne pas un sachet, la personne se sent frustrée. D'accord. Maintenant, quel est l'impact de ce sachet-là? Est-ce que je serais contente si ce sachet-là a été mangé par mon mouton de Tabaski? Parce que finalement, en fait, on se voile la face, on ne voit que ce qu'on a envie de voir. Et tant que c'est la politique du pas devant ma porte, tant que la pollution n'est pas créée devant chez moi, j'estime que ça n'existe pas. Alors que la pollution... elle est globale. Elle peut arriver à Mbobes, à Ziguinchor, ailleurs, etc. Et l'impact, c'est sur nous tous. Exactement. L'impact, c'est sur nous tous. C'est vraiment que chacun prenne sa responsabilité. Et à chaque fois que vous devez acheter un produit, posez-vous la question. Si j'ai la possibilité, peut-être de payer 200, 500 francs de plus pour prendre peut-être une bouteille d'eau que je vais réutiliser et que j'en ai les capacités, encore une fois, parce que c'est une question économique, je le fais. Je vais à la boutique ou je vais au marché. Au lieu de prendre les sachets, je prends mon cabas, je prends la calebasse, je prends un panier. On avait tous des paniers. Bien sûr, oui. Voilà, je réutilise. Donc, chacun vraiment engage sa propre responsabilité. Absolument. Moi, je pense que c'est par là que ça doit commencer. Et ne vous dites pas que les gens ne sont pas capables de changer, surtout quand c'est économique. Je me rappelle avoir échangé une fois avec, justement, durant une formation, avec un vendeur de café Touba. Il se plaignait parce qu'on a changé les gobelets en plastique avec justement la nouvelle loi. Il ne trouvait que des gobelets en papier. Ça coûtait plus cher, du coup son café coûtait plus cher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux gens, bon, d'accord, si vous prenez le café Touba, comme ça, avec le gobelet, vous payez 150. Si vous prenez avec la tasse, tout le monde a pris la tasse. Et après, il rince la tasse, donc c'est possible. Ça veut dire que les gens sont capables de le faire. Mais c'est vraiment ce déclic-là. Et il faudrait peut-être je ne sais pas, au niveau national, il faudrait peut-être un élan, il faudrait peut-être qu'ils viennent de plus haut. Voilà, un élan, une impulsion qui vraiment crée une dynamique chez les gens et que chacun se dise, je peux faire quelque chose.
Et surtout commencer par les plus petits, parce que les plus petits, ils comprennent plus vite. Et oui. Et je pense que c'est quand même quelque part dans le plan Vision 2050, justement, d'intégrer le développement durable, les gestes écologiques dans... L'éco-citoyenneté. Exactement, l'éco-citoyenneté. Je pense que j'ai lu ça. Maintenant, comme je dis, c'est important de faire ce suivi de tout ce qu'on veut dans notre pays et de toute l'évolution qu'on souhaite et de ne pas juste le mettre sur papier. Monsieur Dramé, est-ce que vous avez un mot de la fin? Quel est votre message? Le message, c'est un message d'encouragement à tous ces vaillantes femmes et vaillants hommes qui travaillent chaque jour pour protéger l'environnement et protéger notre cadre de vie. Parce que protéger l'environnement, c'est protéger notre cadre de vie. Et dire que l'État va continuer, dans la limite de ses possibilités, à accompagner cette nouvelle dynamique qui est en train de s'observer depuis, disons, une vingtaine d'années dans la promotion de l'économie circulaire. Parce qu'on parle d'économie verte, on parle de croissance verte, on parle de lutte contre la pollution, énormément de concepts, mais il faut les opérationnaliser à travers le développement de l'entrepreneuriat. Vous savez, le jour où chacun comprendra que telle activité qui est bénéfique pour l'environnement, bénéfique pour la santé, bénéfique pour notre cadre de vie, rapporte de l'argent, chacun entreprendra. Exactement. Regardez un peu aujourd'hui les déchets de ferraille. Si vous ne faites pas attention, les gens vont démonter votre portail pour aller vendre ça. Parce que c'est devenu rentable. Il faudrait que l'État puisse mettre en place un dispositif qui puisse rendre rentable les autres filières de recyclage, n'est-ce pas, pour encourager les entrepreneurs, les éco-entrepreneurs comme je les appelle. Et je crois que nous allons continuer à le faire à travers les différentes réformes que nous avons enclenchées dans le cadre de l'agenda de transformation 2050. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'ambition de l'État, c'est de faire en sorte que la conscience éco-citoyenne se développe, mais également que l'entrepreneuriat soit le socle du développement économique et social de notre pays. Absolument. Que les jeunes ne soient pas là à attendre que l'État vienne leur donner un emploi, mais leur offrir un cadre habilitant, comme je l'ai dit, à travers les lois, à travers les règlements. Boussoura a beaucoup insisté là-dessus, parce qu'effectivement, c'est le règlement qui crée le cadre habilitant pour l'éco-entrepreneuriat et le développement durable. Donc voilà ce que je voulais dire. L'État reste debout et accompagnera justement ceux qui veulent entreprendre dans le domaine de l'environnement, comme d'ailleurs CETIC le fait si bien. Excellent. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Dramé, Boussoura, pour ces mots, en tout cas du secteur privé. Je pense qu'ils sont assez fiers et contents des mots mentionnés ici. On retient vraiment la responsabilité. À vous qui nous regardez, sachez donc que ce n'est pas toujours chez les autres. On le vit. On vit cette pollution plastique. J'aime beaucoup dire que l'État et le secteur privé font partie d'une même famille et doivent se tenir donc la main. Et c'est ce qu'on a entendu donc ici. C'est deux éléments complémentaires pour juste avoir un développement durable et soutenable dans notre pays. Merci pour votre attention. C'était Malène pour Les Voix du Changement de la Fondation Heinrich Böll. Je vous donne rendez-vous prochainement pour le 3e épisode. Merci et à bientôt.